Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Innes We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Il a osé dénoncer les arnaques de l'industrie agroalimentaire. Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire, a transformé sa passion pour les achats dans l'industrie alimentaire en un combat contre les pratiques douteuses de celle-ci. Débutant par une passion pour l'agroalimentaire, il est rapidement devenu directeur des achats où il a été témoin de pratiques visant à réduire les coûts au détriment de la qualité et de la santé publique. Christophe s'est retrouvé confronté à différents scandales alimentaires, le conduisant à devenir un lanceur d'alerte aux yeux de tous. Sa décision de révéler ses vérités cachées n'a pas été sans conséquences. Elles ont provoqué une onde de choc, braquant les projecteurs sur l'ampleur des scandales alimentaires et soulignant l'urgence d'une réforme en profondeur de l'industrie. Pour Christophe, il est primordial de rester informé, de questionner ce que nous consommons et de ne pas se laisser tromper par les apparences. Comment Christophe a démasqué les manipulations et les fraudes qui se cachent derrière les produits que nous consommons au quotidien? Tu veux apprendre les secrets bien gardés de cette industrie? Christophe dévoile tout dans ce dernier épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Christophe, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc je suis, ingénieur agroalimentaire de formation. Donc j'ai commencé par un DUT agroalimentaire, puis ingénieur agroalimentaire. Comme je me passionnais pour les achats et que je voulais devenir acheteur dans l'agroalimentaire, j'ai fait un 3e cycle en management des achats et un peu plus tard, j'ai fait un MBA, donc voilà, en gestion management d'entreprise. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur, projet et production et ensuite donc aux achats, donc acheteur, trader et puis ensuite directeur des achats, dont dans différentes entreprises agroalimentaires. Aujourd'hui, je suis toujours directeur des achats, donc encore dans l'agroalimentaire un petit peu, dans l'alimentation animale et aussi, donc dans les produits vétérinaires et produits de traitement des cultures biologiques. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu, c'est quoi un peu le travail d'un agronome alimentaire? Parce que peut-être aujourd'hui, on en entend un petit peu plus parler, mais peut-être que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est ou à D'accord. quoi sert la personne. Bah, écoute, il faut pas confondre agronome, donc qui est la personne qui travaille dans l'agriculture pour faire pousser les productions, avec ingénieur agroalimentaire. Donc en fait, je suis surtout un ingénieur des process, on va dire, donc des méthodes de fabrication, donc des usines, des projets, des machines, heu, voilà, qu'on peut mettre en place et qu'on peut mettre en œuvre pour produire des produits alimentaires. Donc par exemple, j'ai travaillé sur les appareils pour fabriquer de la mayonnaise, sur des lignes de conditionnement, sur des évaporateurs pour faire du concentré, etc. Donc voilà, c'est la personne donc, qui travaille sur les processus de production alimentaire. Donc dès qu'on veut créer un produit, dès qu'une entreprise veut créer un produit, c'est toi qu'elle appelle pour Voilà, créer son voilà. processus de On, on va, fabrication. on va trouver les ingénieurs agroalimentaires, soit dans les laboratoires pour faire de la recherche-développement, donc pour mettre pour définir les produits, les recettes, les technologies. On peut en trouver aussi en qualité, donc c'est souvent des gens qui surveillent la qualité, qui définissent les cahiers des charges. En production, dans les usines, souvent des directeurs d'usine sont les ingénieurs agroalimentaires. On peut en trouver dans les achats, dans le commerce. Donc moi, j'ai commencé par l'usine et ensuite je suis passé aux achats. Donc on en trouve un petit peu à tous les postes clés dans l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qui toi t'a attiré particulièrement dans ce domaine? C'est quoi qui t'anime? Bah, écoute, moi, l'agroalimentaire, je suis tombé dedans tout petit, hein, donc j'ai toujours été intéressé par la nourriture, toujours été très gourmand. Et quand il a fallu s'orienter pour ses études, naturellement, j'ai choisi l'agroalimentaire. Même avant, quand j'ai commencé à travailler l'été pour financer mes études, je travaillais dans des conserveries, je travaillais à ramasser les fruits et légumes l'été.
Donc, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire et voulu travailler dans l'agroalimentaire. Moi, ce qui me passionnait au début, hein, quand je voulais travailler dans ce métier, c'était tout ce qui était produits un peu rares et nobles. Donc, les épices, le café, voilà, c'était ça vraiment, le chocolat, voilà, c'était ces produits-là qui me passionnaient. Super. Bah, écoute, on va en parler, je pense, plus Avec, spécifiquement ouais. parce que, bah, tu es quand même, connu pour plus particulièrement, pour 2 livres, donc, Vous êtes fou d'avaler ça qui a fait, assez, parler de lui et puis, Mhm. Et maintenant on mange quoi? Donc en fait, où tu dénonces un peu les dérives de l'industrie, agroalimentaire. Est-ce que Ouais. tu peux déjà nous en parler un peu globalement de comment l'industrie un peu manipule la vérité, pour rendre leurs produits plus attractifs? Et puis après on rentrera un petit peu plus, dans le détail. Oui, alors comme tu l'as rappelé, j'ai fait mon premier livre en 2015. Donc, ce n'était pas du tout prévu, hein. Moi, je suis pas un écrivain, je suis un technicien, on va dire. Et au début, donc, j'étais vraiment un passionné de l'agroalimentaire. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire des produits de qualité, et puis voilà, faire les meilleurs produits possibles avec les meilleurs ingrédients, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'industrie, c'était assez souvent éloigné de ça, qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de pression sur les prix, beaucoup de soucis de qualité, beaucoup de fraude et beaucoup de scandales. Donc, on l'a vu, hein, toutes ces dernières années, il y a eu des scandales à répétition, hein, que ce soit les lasagnes au cheval, que ce soit les œufs au fipronil, que ce soit le miel contaminé, etc., etc., les pizzas contaminées aussi à la salmonelle, le lait en poudre. Enfin bon, on en a eu une liste impressionnante. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti, moi, à l'étranger dans les années 2015, à ce moment-là, il y a eu le scandale des lasagnes au cheval. Donc, c'est-à-dire que dans des lasagnes qui étaient censées être au bœuf, en fait, on avait remplacé le bœuf par du cheval, qui est une viande moins chère. Tout ça pour baisser les prix et pour faire des profits indus. Et ça a fait un scandale. Et à l'époque, moi, j'avais été choqué de la réponse qui était faite par les industriels et leurs représentants, les syndicats, qui disaient non, il n'y a pas de problème en France, c'est un problème à l'étranger. Et aussi par les politiques français qui disaient non, en France, on a la meilleure industrie du monde, le problème, il vient de l'étranger, quoi. Et moi, je connaissais les problèmes et je m'étais dit, ce serait quand même pas mal que quelqu'un. Moi, je voulais pas que ce soit moi au début, je voulais pas me mettre en avant et je savais les problèmes qui allaient survenir. Donc, je m'étais dit, ce serait pas mal que quelqu'un, quand même, dénonce un petit peu ce qui ne va pas, de manière à ce qu'on puisse faire un constat et apporter des remèdes, améliorer les choses. Voilà, donc c'était ma démarche. Finalement, personne ne l'a fait. Et j'ai écrit ce bouquin, donc avec, comme tu l'as dit, beaucoup d'authentissement qui m'a valu pas mal de soucis, mais au final, que je suis très content d'avoir fait. Ensuite, pour répondre à ta question par rapport alors, aux ruses de l'industrie pour vendre ses produits, alors il y a toutes les ruses du marketing. Hein, bon, c'est pas propre à l'agroalimentaire, hein. Tous les fabricants, on l'a vu dans les voitures, dans les vêtements, où on essaie de mettre son produit en valeur, quitte à raconter n'importe quoi. Hein, on a vu dans les voitures, on avait le Dieselgate, hein, par exemple, avec le scandale Volkswagen. Donc, c'est pas propre à l'agroalimentaire on va dire, d'exagérer les qualités du produit, ou voire même carrément de mentir, de mettre des photos flatteuses, de ne pas tout dire, de cacher des choses, etc. Donc, il y a tout un tas d'astuces légales. Et puis, il y a aussi carrément des fraudes qu'on peut avoir assez souvent, malheureusement. Alors, quelles sont les différentes pratiques du coup pour dissimuler, ben, on va parler, allez, des pesticides, par exemple. Qu'est-ce que toi tu as vu, dans l'industrie? Qu'est-ce que font les industriels pour essayer de masquer, ces choses-là? Écoute, souvent, les produits qui contiennent beaucoup de pesticides, effectivement, sont un problème. On peut avoir des lots qui sont au-dessus des normes. Hein, donc, il y a des normes pour les produits, pour qu'ils puissent être mis à disposition des consommateurs. On ne doit pas dépasser certains niveaux, certains seuils. Donc, effectivement, quand on achète, nous, par exemple, on achetait, je ne sais pas moi, des poivrons en Espagne pour fabriquer des salades surgelées, eh bien, on devait s'assurer que ces produits-là étaient conformes avec tous les paramètres, y compris les pesticides. Quand les produits n'étaient pas conformes, soit on avait la possibilité de les retourner au fabricant, donc à celui qui nous les avait vendus, soit éventuellement de les diluer, hein, donc de les mélanger à des lots plus sains, de manière à, en moyenne, avoir un seuil qui soit plus bas. Donc, je sais que c'est une chose qui se pratique souvent. Vous avez aussi certaines industries qui sont moins regardantes. Moi, je me souviens quand j'en discutais avec les fabricants, justement, notamment de poivrons, qui avaient des soucis de qualité, ils me disaient, voilà, souvent, on envoie ces produits-là chez les fabricants de pizza parce qu'ils sont moins regardants. Et une fois que le produit est utilisé, saupoudré sur une pizza,
bah, c'est très difficile de savoir que ces poivrons avaient des seuils de pesticides trop élevés, puisqu'après, c'est mélangé avec de la tomate, avec des olives, avec du fromage, avec de la pâte à pizza. Donc, essentiellement, ce qu'on peut trouver, c'est oui, c'est de la dilution, soit avec le même produit, soit intégré dans un plat préparé, et en fait, avec les seuils qui se retrouvent dilués. Voilà, c'est ce Du qui se coup, pratique souvent. finalement, c'est pas si grave alors du coup, vu que c'est dilué, Bah, disons que c'est difficile parce qu'il y a des seuils qui sont définis, donc par les autorités, qui disent bah voilà, en dessous de ce seuil-là, c'est sans risque. Mais il y a un gros souci avec ces seuils, c'est-à-dire que régulièrement, certains produits, bah, on se rend compte avec de nouvelles études que les seuils sont pas bons, que le produit est beaucoup plus dangereux que ce qu'on estimait au départ. Parce qu'il faut savoir que les études sur la dangerosité des pesticides notamment, mais de tous les produits, on va dire chimiques, c'est-à-dire les additifs, les auxiliaires technologiques, etc., toutes ces études, elles sont financées et réalisées par les industriels qui les produisent et qui les vendent. Donc il y a un gros souci au départ d'objectivité des données. Donc assez souvent, on se rend compte en fait que les données fournies par les fabricants sont très et trop optimistes. Il y a beaucoup d'études aussi alarmistes qui sont combattues, qui sont dénigrées par les lobbies des industriels. Donc ceux qui mettent en œuvre des études sérieuses et qui montrent la dangerosité de tous ces produits-là, en général, ont beaucoup de mal à se faire entendre. Il faut savoir aussi que dans les comités d'évaluation, dans les organismes officiels, on a réellement une gangrène de scientifiques qui sont financés clairement par les industriels. Donc, c'est très difficile d'être sûr que les seuils protègent réellement les consommateurs. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est que les seuils sont définis par molécules individuellement, mais on sait très bien que quand on va consommer des produits, eh ben, on va avoir dans le produit tout un cocktail de produits chimiques. On va avoir des solvants, on va avoir des pesticides, on va avoir des contaminants naturels. On va avoir par exemple, je ne sais pas moi, des huiles minérales, on peut avoir des dioxines, on peut avoir de l'acrylamide qui sont produits pendant la fabrication du produit, on peut avoir des plastiques, on peut avoir des polluants qui viennent de l'emballage par exemple. Donc on peut avoir tout un tas de polluants, on peut avoir des métaux lourds aussi. Et l'interaction de toutes ces molécules entre elles n'est jamais étudiée. Donc en fait, en réalité, ces produits-là sont beaucoup plus nocifs et toxiques que ce qu'on veut bien le dire. oui, parce que déjà, pris individuellement, déjà, ils sont Oui, nocifs suivant un certain taux, mais alors, une fois qu'ils sont mélangés ensemble et tout qu'ils à fait. interagissent ensemble, effectivement, on n'a aucune aujourd'hui étude sérieuse qui montre l'impact qu'il y a sur le corps. Et, et c'est même impossible à faire parce que au niveau additif, donc ce qu'on appelle les additifs, il y en a à peu près, je crois, à peu près 350, 400, et auxiliaires technologiques à peu près autant. Donc rien que dans ce qu'on rajoute à la nourriture, tu as quasiment 700 molécules. Et si à ça, tu rajoutes les pesticides, qui ne sont pas les additifs, donc qui sont des polluants, tu en as à peu près pareil, plusieurs centaines, on va dire entre 800-900 peut-être, plus les polluants, donc type métaux lourds, dioxines, etc. Enfin, on se retrouve avec une possibilité infinie, des combinaisons infinies, des doses infinies, ce qui fait que c'est impossible. Et ensuite, un produit va être plus ou moins dangereux suivant ton âge. C'est-à-dire que si tu es un jeune enfant ou une personne âgée, si tu es fragile, si tu as des maladies chroniques, si tu es enceinte, enfin, je ne pense pas que ce soit ton cas, mais je veux dire, les personnes fragiles sont beaucoup plus sensibles que les autres à ce type de contamination. Ouais, bah, tu parles de enceinte ou personnes fragiles. Moi, je me catégorise plus dans la catégorie des personnes fragiles. J'ai eu un grave accident de moto, j'ai perdu, quelques organes et en fait, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que finalement, Ouais. bah, c'est important de faire attention parce que, le moindre petit truc, on tombe malade plus facilement, on est plus fragile. Donc, effectivement, moi, je le vois au jour le jour que si je fais pas attention, bah, en fait, ça va pas, quoi. Tout à fait. Et là, on parle des produits, entre guillemets, ajoutés, des produits toxiques, dont on sait qu'ils ne sont pas forcément très sains pour la santé. Mais tu as aussi dans la composition des aliments, donc dans les ingrédients, des produits qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Par exemple, on sait très bien que le sucre, certaines matières grasses, il vaut mieux en avoir une consommation raisonnable. D'ailleurs, on reviendra, je pense, un petit peu là Mhm. sur les sucres. Mais du coup, dans tout ça,
j'ai envie de dire qu'il y a des lois qui nous protègent, qui protègent le consommateur. Du coup, les fraudes, bon, il peut y en avoir, mais elles restent minimes. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer du coup, là-dessus? Ah, moi, les lois, oui, effectivement, il y a des lois, mais enfin, il y a des lois qui interdisent le vol, l'agression, et on sait très bien qu'en France, on a énormément de problèmes par rapport à ça. Oui, il y a beaucoup de lois, des lois dans tous les sens, même j'allais dire quelquefois un peu trop de lois et de règlements en France. Mais malheureusement, on n'a personne pour les faire appliquer. Il y a très peu de contrôle, il n'y a quasiment pas de contrôle. Les organismes de contrôle comme la DGCCRF, donc les personnes, en gros, les fonctionnaires qui sont censés surveiller que tout se passe bien, sont de moins en moins nombreux. Ils perdent des effectifs chaque année, ils n'ont pas de moyens, c'est une tâche impossible. Donc on se rend compte en fait que non, il n'y a pas moyen de faire appliquer, de faire contrôler les règles. Les sanctions aussi, pareil, les sanctions sont rarement mises en œuvre. Il y a très peu de gens qui sont poursuivis. Quand il y a des scandales, il y a rarement des condamnations. Tu vois, si on regarde les derniers scandales, là, par exemple, sur l'affaire des pizzas à Buitoni, il y a eu des enfants qui sont morts. Pour l'instant, je ne sais même pas quand il y aura un procès, je ne sais même pas s'il y aura un procès, et je suis curieux de savoir s'il y a des condamnations. Donc, oui, il y a des lois, mais le problème, c'est qu'il y a quasiment personne pour faire les contrôles, et qu'en cas de manquement, il n'y a quasiment pas de sanction. Donc, ce n'est pas dissuasif. Ouais, et puis comme tu l'expliques, dans le livre, les certificats qu'on peut obtenir, certains peuvent être, frauduleux ou facilement falsifiables. Est-ce que tu peux Oui, tout à expliquer un fait. petit peu, le procédé ou comment ils arrivent à faire ça? Alors, écoute, il y a plein de façons d'avoir des documents qui sont pas les bons. Soit tu peux, par exemple, si tu achètes un lot, je ne sais pas moi, un camion de poivrons, par exemple, avec un lot identifié, une traçabilité identifiée, rien t'empêche d'utiliser ces documents-là avec un autre lot. En disant, par exemple, voilà, ce lot-là, c'est celui-ci, et puis voilà, tu utilises des documents qui sont pas liés au bon lot, justement. Donc, tu vois, tu peux très bien changer les documents, intervertir les documents. Ensuite, et ça, je l'ai très bien connu parce que nous, on le pratiquait chez nous, tu peux changer les origines. Tu peux envoyer un produit dans un pays. Nous, par exemple, on envoyait beaucoup de produits sur Dubaï, puisqu'on avait une filiale à Dubaï. On envoyait des produits à Dubaï, et une fois à Dubaï, on les réexportait avec des documents du pays, avec un certificat d'origine, etc. Donc, avec, entre guillemets, on faisait ce qu'on appelait une nationalisation. Donc voilà, les Chinois ont beaucoup pratiqué ça avec le miel, par exemple. Ils exportaient du miel en Malaisie ou au Vietnam, du miel chinois qui était interdit à l'exportation aux États-Unis à une période. Et le miel était importé, donc, par exemple, en Malaisie et réexporté de Malaisie vers les États-Unis avec un certificat d'origine malais. Donc voilà, il y a aussi ces possibilités-là. Et puis ensuite, tu as des entreprises qui sont peu scrupuleuses et qui te fournissent des documents qui sont pas les bons dès l'origine. Moi, j'avais fait le test en essayant d'acheter des faux produits bio quand j'avais écrit un bouquin sur le bio. Je voulais vérifier si c'était facile d'acheter des faux produits bio. Donc voilà, donc j'ai contacté des fournisseurs et effectivement, des fournisseurs en Chine étaient prêts à me vendre des produits avec le certificat bio, enfin tout ce qui allait bien, mais le produit n'était pas bio. Du coup, comment on fait pour faire confiance? Enfin, j'ai envie de dire, du coup, on mange plus rien finalement parce que, on peut Il faire faut, confiance à personne. il faut être vigilant. On peut faire confiance, je pense. Il y a quand même, déjà, il faut avouer qu'on a un gros problème avec certaines origines. Moi, je mets souvent les projecteurs sur la Chine. C'est que par expérience, moi je travaille avec la Chine depuis les années. La première fois que j'y suis allé, c'était en 93, je crois. Donc vous voyez, ça fait un bail. Et en Chine, il y a eu des scandales, d'énormes scandales. Il y a eu le scandale, par exemple, de la mélamine. Alors c'est un scandale où quasiment tous les fabricants de lait trafiquaient le lait voilà, pour le faire apparaître de meilleure qualité que ce qu'il était. Et il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup d'enfants, des bébés qui sont décédés. Et il y a eu ceux qui ont organisé cette fraude. Il y a eu 2 condamnations à mort. Et les personnes ont été exécutées. Donc, il y a eu énormément de scandales en Chine et il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui exportent des produits totalement fraudés. Donc, moi, je parlais du miel, qui est un produit que je connais bien. Donc, en Chine, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour fabriquer du faux miel. Donc, un produit qui est un mélange mélange de sucre, de colorant, d'arômes, etc. Et bien entendu, avec la complicité ou du moins avec le regard bienveillant des autorités. Donc, j'allais dire comme conseil, c'est qu'il vaut mieux éviter, autant que faire se peut, certaines origines qui ont une culture ou une tradition de fraude. Donc voilà, les produits chinois sont souvent de mauvaise qualité.
Je parle des produits alimentaires, hein. Voilà. Donc si on achète des produits, il vaut mieux consommer des produits plutôt européens ou de proximité. Voilà, parce qu'il y a a priori des contrôles plus sérieux, il y a des éthiques peut-être un peu mieux développées. Et puis surtout, prendre des produits les moins transformés possibles. Parce que moins il y a d'étapes, moins il y a possibilité d'ajouter des produits qui ne devraient pas y être. Si le produit est en purée, en poudre ou liquide, voilà, à ce moment-là, c'est plus difficile de reconnaître, de savoir de quoi on est parti. Hein, par exemple, si on prend un steak haché, c'est difficile de savoir si la viande au départ était de belle qualité. Alors que si on achète un steak, on le voit, on voit effectivement la pièce de viande. Pareil pour les purées, pour les poudres. Dans les épices, moi, voilà, personnellement, je ne consomme pas d'épices en poudre, par exemple. J'achète des épices, du poivre en grain, et je le broie moi-même. Donc voilà, c'est quelques conseils qu'on peut donner. Tu peux expliquer Ensuite, pourquoi, par rapport aux épices? parce que moi j'ai travaillé, j'étais acheteur d'épices, hein, donc là, mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être acheteur d'épices ou de café, et j'ai réalisé mon rêve, hein. Et bon, j'étais un peu déçu parce que voilà, moi je voulais acheter des produits de qualité, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers de fraude, malheureusement. Et il n'y a rien de plus facile à frauder que frauder une épice en poudre. Donc dans du poivre en poudre, on peut mettre plein de choses. Dans du curry en poudre, on peut mettre plein de choses. Dans du piment doux en poudre, pareil, on peut mettre des produits épuisés, on peut mettre du sucre, on peut mettre de l'amidon, on peut mettre de l'origan, on peut mettre des plantes qui ne sont pas de l'origan. Moi, j'ai lu il y a quelques jours encore un compte rendu, alors je ne sais plus si c'était Que Choisir ou les fraudes, qui disaient ben voilà, qu'il y avait encore trop de fraude dans l'origan, avec des mélanges, avec des feuilles d'olivier, du sumac, enfin des plantes qui ne sont pas de l'origan. Donc, tu vois, quand le produit est difficile à reconnaître, quand il est plus dans son intégralité, c'est beaucoup plus facile de frauder. Donc, moi, le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est prenez le produit le moins transformé possible. Tu as parlé des origines, du coup, ne pas choisir, des produits d'origine, de Chine. Comment le consommateur, il fait pour choisir, un produit qui vient pas de Chine? Parce que c'est pas souvent écrit sur le paquet, Oui, donc comment on c'est vrai. fait? C'est vrai, tu as raison. Moi, quand j'achetais, au début de ma carrière, quand j'achetais de la tomate, du concentré de tomate, c'était un produit qui était fabriqué en France, en Italie ou en Espagne, donc relativement proche. Et puis, quand les Chinois se sont mis à fabriquer du concentré de tomate, ils ont inondé le marché avec des produits pas chers. Donc, en fait, c'est très difficile parce que dans les plats préparés, tu n'auras pas l'origine des ingrédients, de chaque ingrédient. Donc, tu ne sauras pas réellement d'où vient la matière première. Euh, Ensuite, si on va acheter des produits pas transformés, des fruits et légumes frais, en règle générale, il y a obligation d'indiquer l'origine. Donc, on peut voir d'où ils viennent. Et à ce moment-là, il y a assez peu de chances que ça vienne de Chine, puisque il faut quand même, il y a un temps de transport et il y a un coût de transport qui fait que sur les produits frais, en général, c'est assez peu le cas. Mais par exemple, pour le miel, moi j'ai milité beaucoup et pendant très longtemps pour qu'on indique l'origine des miels, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de fraude et notamment de miel chinois. Donc c'est passé en France dans la réglementation, ça va se faire, ça va s'étendre. Donc ça prend du temps, mais les choses finissent par se faire. Pareil pour les viandes, il commence à y avoir obligation d'étiqueter l'origine des viandes, et y compris dans la restauration. Donc petit à petit, les choses s'améliorent. Finalement, les produits premier prix, c'est pas finalement, une si bonne affaire. Bah, tout dépend parce que il y a des produits qui sont par nature relativement peu chers. Hein. Si tu prends par exemple des produits à base de céréales, la farine alimentaire, si tu prends les haricots, les lentilles, ça, ce sont des produits qui sont pas chers à fabriquer. Donc ces produits-là, à la rigueur, tu auras relativement peu de soucis si tu prends la précaution de prendre quand même une marque assez connue. Enfin bon, c'est toujours possible, mais il y a quand même moins de risques. Et par contre, dans les plats préparés, dans les plats industriels, effectivement, si tu veux un plat de qualité, bah, c'est difficile de trouver de la meilleure qualité dans les premiers prix parce que pour faire baisser les prix, bah, il n'y a pas de secret, hein. Il faut rajouter des ingrédients pas chers. Et l'ingrédient le moins cher, c'est de l'eau. Donc souvent, on va rajouter de l'eau. On va mettre des colorants, des arômes, des stabilisants, des conservateurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les plats préparés premier prix. Il ne faut pas espérer avoir une pizza premier prix de la même qualité qu'une pizza de grande marque. Et même chose pour un hachis parmentier, pour des lasagnes, voilà. Donc, Donc ouais, finalement, on achète, de l'eau et des additifs, donc le produit moins ouais. cher est finalement plus cher qu'un produit qui est plus cher. Souvent, effectivement, oui, oui. Oui, c'est vrai que bah, à la part ou au plat, enfin au poids global, on va payer moins cher au kilo.
Mais par contre, oui, on aura de l'eau, on aura des additifs, on aura, voilà. Pareil, moi j'ai beaucoup regardé les crèmes glacées, par exemple, les crèmes glacées à la vanille, par exemple. Les crèmes glacées premier prix, elles ont un arôme vanille, un arôme chimique. Elles ont des gousses de vanille épuisées, donc qui sont des déchets de vanille pour faire des petits points noirs, faire croire qu'il y a de la vraie vanille dedans. Et puis après, du colorant et des arômes. Et c'est comme ça qu'on arrive à baisser les prix et à faire des premiers prix. Après, il faut, oui, apprendre à lire la liste des ingrédients, voir un peu vraiment ce qu'il y a dedans. Il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'on achète. D'ailleurs, tu parles de vanille, on a un épisode, qui peut-être quand celui-ci sortira n'est pas encore sorti, mais on a enregistré avec, Alissa Hervouet, donc c'est une spécialiste, de la vanille. Donc D'accord? on a effectivement expliqué, tout ce qui est, vanille épuisée, et cetera. Donc chers auditeurs, si ça vous intéresse, Impeccable. c'est, un épisode, avec, Alissa Hervouet. Hem Très bien, mais c'est vrai que moi, je me bats aussi depuis des années pour l'interdiction des produits épuisés. Hein, enfin, la vanille, mais tout produit épuisé, puisque ce sont des déchets. Ce sont vraiment des choses qu'on ne devrait pas utiliser dans l'alimentaire. Est-ce que tu peux du coup, ben, en profiter pour rappeler, vite fait, ce que c'est, un produit épuisé? Ah, tout à fait. Un produit épuisé, c'est un produit aromatique, hein, donc typiquement la vanille, hein, mais ça peut être n'importe quel produit aromatique ou aussi colorant. Par exemple, le paprika, souvent est épuisé, mais le poivre également. C'est un produit dont on va extraire l'arôme et la couleur pour faire soit des arômes ou des colorants. Et le résidu, c'est un déchet, mais il est de temps en temps utilisé comme matière première ou comme ingrédient, on va dire. Donc, par exemple, la gousse de vanille, on prend une gousse de vanille, on va la broyer, ça va faire une poudre. On va extraire l'arôme de vanille, souvent avec un solvant organique, donc par exemple avec de l'hexane. Et ensuite, on va avoir donc d'un côté l'arôme vanille, dont on va se servir pour faire des arômes pour la pâtisserie, par exemple. Et on va avoir la vanille en poudre, mais sans aucun arôme, et avec du solvant dedans. Et ce sera utilisé ça comme marqueur visuel. On appelle ça un marqueur visuel. Donc, les petits points noirs qu'on voit dans les yaourts à la vanille ou dans les crèmes à la vanille ou les glaces à la vanille. Ça existe aussi pour le poivre. Donc, nous, quand on fait du poivre en poudre, on pouvait mettre du poivre épuisé. Le paprika aussi, ça se fait souvent. Le piment doux, voilà, ce genre de choses. Dans certains produits, c'est interdit. Dans les épices, c'est interdit. Par contre, et ça, je ne comprends pas, la vanille, c'est autorisé. Et ça, effectivement, c'est un scandale. Donc on est clairement sur, je vais dire le mot, mais sur de l'arnaque, complètement quoi. On fait croire, à la personne qu'il y a de la vanille dedans, alors que Absolument. finalement alors oui, il y a de la vanille, vu qu'il y a la gousse de vanille, mais finalement elle est épuisée, donc ça veut dire qu'en fait c'est vraiment normalement elle est censée aller à la poubelle, elle n'a plus aucun Absolument. goût, plus aucun Exactement. odorat ni rien et Tout on à fait. rajoute des arômes pour donner ce goût-là quoi et puis sur, Exactement. le packaging, on revient comme tu disais au début au marketing, on met une belle gousse de vanille, une belle fleur et Exactement. ça donne envie. Tout à fait. Mais c'est exactement comme si on utilisait du marc de café. Tu vois, tu fais ton expresso avec, voilà, et la galette d'expresso qui te reste, enfin, la poudre de café qui a plus de goût, où on a extrait le café, et ben ce truc-là, tu t'en sers comme d'une matière première pour mettre dans des gâteaux, dans des crèmes et autres. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors je vais un peu faire, l'avocat du diable, Mhm. et dire mais, finalement, est-ce que c'est si grave que ça de rajouter, on va dire, un arôme? Tant que ça reste, on va dire, un arôme naturel de donc, pour rappel, chers auditeurs, un arôme naturel de c'est 95 par exemple, arôme naturel de vanille, c'est 95 de vanille et 5 d'autre chose. Donc on va dire qu'on reste sur un arôme naturel de vanille et qu'on utilise de la vanille épuisée, bah, pour faire joli et tout ça, plutôt que d'aller chercher encore de la vanille qui potentiellement pourrait, bah, demander plus de ressources à fabriquer, puis ça coûterait plus cher, puis pour la planète, enfin, tu vois où je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, je Finalement, comprends. c'est moins cher pour tout le monde, on consomme moins et puis c'est bon. Ben, moi, il y a plusieurs problèmes. C'est que le consommateur ne sait pas ce que c'est qu'une vanille épuisée. Donc déjà, c'est que pour moi, on ne donne pas une information honnête au consommateur, on n'informe pas clairement le consommateur. Alors, c'est marqué dans la liste d'ingrédients, mais moi, j'ai fait l'expérience plein de fois, hein. À chaque fois, j'ai demandé, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une gousse de vanille épuisée? Et personne ne sait, parce que c'est pas clair, tu vois. Donc, pour moi, il y a déjà un problème d'information honnête au niveau du consommateur. Le consommateur ne sait pas qu'il mange en fait un déchet. Voilà. Ensuite, il y a un problème dans la réglementation, c'est-à-dire que bah,
pourquoi est-ce que ce produit-là est autorisé et est-ce qu'on n'autorise pas, par exemple, à prendre, pareil, un déchet de poivre pour faire du poivre, un déchet de piment doux pour faire du piment doux. Enfin, est-ce que c'est pas autorisé pour tous les produits à la rigueur, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, je sais pas moi, de la poudre d'os pour mettre avec de la viande ou de la poudre de tendon pour mettre, dans les steaks hachés? Enfin, tu vois? Il y a un moment donné, il faut bien définir ce qu'est de la nourriture et ce qui en est pas. Et un déchet, c'est un déchet, c'est plus de la nourriture. Ensuite, tu as raison, on peut très bien utiliser des arômes, qu'ils soient naturels ou même artificiels, puisque la vanille, bon, tu sais qu'il y a l'arôme naturel de vanille, mais il y a aussi l'éthylvanilline, qui est un arôme de synthèse, qui est utilisé abondamment. Donc, il n'y a pas de souci aujourd'hui pour parfumer des produits à la vanille de manière très économique. Donc, pour moi, pour la vanille, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que si on veut aromatiser avec un goût puissant de vanille, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Et ce sera très peu cher. L'éthylvanilline coûte quasiment rien. Ah oui, bah, on en parle avec, Alice Hervouet, pour faire un résumé. L'éthylvanilline, c'est une molécule alors que, Voilà. la vanille a plus de, alors je vais peut-être dire une bêtise, il faudrait réécouter l'épisode, mais il y a peut-être plus de 700 molécules dans la vanille, donc ce qui donne C'est plus un complexe, goût, oui. enfin, ouais, incroyablement plus complexe, alors que là, on habitue le consommateur à une dose de vanilline et finalement, on en met tellement dans tous les produits que le consommateur devient habitué. Il faut en mettre encore plus, encore plus, encore plus et finalement, en fait, on arrive sur des produits qui sont, ben, tous les mêmes. Il n'y a plus aucune, diversité, au niveau du goût et puis, enfin, moi, je sais pas, mais de mon point de vue, la nourriture, ça reste quand même le goût extrêmement important et la diversité du goût, Tout à fait. c'est ça aussi le plaisir, quoi. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut savoir, enfin, tu as peut-être vu le prix des gousses de vanille en magasin. Aujourd'hui, la vanille, la vraie vanille naturelle, la vanille Bourbon, par exemple, ça devient un produit de luxe, hein. Une gousse de vanille, aujourd'hui, c'est cher. Donc, c'est vrai que les produits de qualité, plutôt les produits rares, malheureusement, ont un prix et c'est souvent pas à la portée de toutes les bourses. Ouais, je comprends. Tu as parlé, je reviens un peu sur les, procédés industriels. Mmh. Tu as parlé des auxiliaires technologiques. Alors déjà, Ouais. est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Et ensuite, ben, pour quelles raisons ils sont pas indiqués, sur le paquet? Et du Alors coup, ça, est-ce qu'ils sont néfastes? c'est une très bonne question et ça fait partie aussi de mes combats. Tu vois, j'en ai quelques-uns. C'est que bah, les auxiliaires technologiques, c'est décrit dans le règlement européen des additifs. Alors, les politiques et les industriels vont te dire non, non, c'est pas un additif, mais bon, c'est quand même défini dans le règlement européen sur les additifs. Et en fait, c'est une catégorie d'additifs. Donc, alors un additif alimentaire, donc on dit alimentaire, mais c'est un produit qu'on ne consomme pas normalement. C'est-à-dire, c'est pas un aliment, c'est pas un ingrédient, c'est quelque chose qui normalement ne se mange pas. Donc, les additifs et les auxiliaires ne sont pas des produits qu'on devrait normalement en tant qu'humain consommer. Ça, c'est quand même un point important. Et ensuite, donc, on va considérer que l'auxiliaire technologique est une catégorie particulière d'ingrédients qui est utilisée dans le but de faciliter le travail de l'industriel. Ce n'est pas destiné à améliorer le produit en lui-même, mais c'est censé permettre à l'industriel de faire son travail. Donc, par exemple, tu as les solvants, hein, les solvants organiques, pour faire de l'huile, du beurre de cacao, par exemple, tu vas utiliser un solvant qui va te permettre d'extraire l'huile. Alors, ces solvants, ils sont malheureusement, comme l'hexane, plus souvent cancérigènes. Ce n'est pas des produits très, très sains. Mais bon, c'est autorisé. Et la justification qu'on donne, c'est que à la fin, une fois qu'on aura extrait l'huile, l'auxiliaire aura quasiment disparu. Il ne restera pas ou quasiment pas. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. C'est que d'une part, c'est faux, c'est-à-dire que dans le produit, il en reste souvent plus que des traces. La preuve en est qu'il y a des seuils, des seuils limites qui sont définis par la réglementation et des seuils qui sont relativement importants. Par exemple, sur les solvants d'extraction pour enlever la caféine, alors c'est du dichlorométhane de mémoire, on a des seuils importants dans le café et dans le thé, et on retrouve cette molécule dans les produits finis. Dans le café décaféiné au solvant, au dichlorométhane, tu vas retrouver de ce produit-là. Mais seulement, le consommateur n'aura aucune information que ce produit a été utilisé et qu'il peut en rester dans son produit. Donc, si toi, tu te dis, moi, je veux éviter les produits avec des solvants, je veux éviter l'hexane, je veux éviter le dichlorométhane et plein d'autres produits, tu n'auras pas l'information. Tu ne sauras pas que c'est dedans. Parce qu'on autorise les fabricants à ne pas le mettre. Et pour moi, ça, c'est le plus grand des scandales. Et comment on fait du coup? Il n'y Est-ce a, pas- qu'un il y a aucun, produit aucun moyen. bio, permet, d'éviter cela? Ou Alors pas oui, du tout? effectivement.
Les produits bio, il y a beaucoup moins d'additifs, donc puisqu'on on passe de 350, 400 à une cinquantaine simplement, donc il y a moins d'additifs et il y a aussi moins d'auxiliaires technologiques. Donc effectivement, les produits bio sont, on va dire, globalement meilleurs pour la santé que les produits conventionnels par rapport à ces contaminations, aux additifs et aux auxiliaires technologiques. Mais les auxiliaires technologiques, en bio ou en pas bio, ils sont pas déclarés. Ils ne sont pas déclarés en général. Pour qu'on comprenne bien, du coup, tu as parlé de l'huile. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment on fait une huile, en prenant par exemple, je sais pas, on va prendre de l'huile d'olive, la Mhm. première pression, on n'utilise pas de solvant. Par contre, après, on va Oui. utiliser du solvant pour aller en chercher. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, ce processus pour Alors, que les auditeurs comprennent bien? alors effectivement, hein, il y a deux techniques d'extraction de l'huile. Soit on fait une huile par pression, hein, donc on va prendre le produit riche en huile, donc par exemple des olives ou des noix, des noisettes, enfin tout ce qui contient de l'huile, et on va les presser. Voilà, donc on exerce une force sur le produit, on le comprime, et à travers les mailles du tamis, l'huile va s'écouler. Donc voilà, c'est un procédé mécanique qui permet d'extraire de l'huile. Ensuite, arrivé à un certain moment, on ne peut plus extraire l'huile qui reste. C'est-à-dire que quand on va presser des olives, on va extraire, alors je n'ai plus les ratios en tête, mais on va extraire peut-être, je ne sais pas moi, un huitième ou un dixième du poids en huile. Et après, on ne peut plus extraire le reliquat. Il va en rester encore un petit peu dans la pâte d'olive, mais on n'arrivera pas à l'extraire par pression, parce que ce sera trop difficile. Donc à ce moment-là, plusieurs choses. On peut chauffer, puisque le fait de chauffer va rendre l'huile plus fluide. Voilà, donc on va élever la température. Et on peut encore presser un peu plus. Donc voilà, donc, on a la première pression à froid, souvent on dit à froid, c'est-à-dire que ce n'est pas chauffé. Donc voilà, donc ça c'est la meilleure qualité. Quand on va chauffer, on va extraire plus d'huile, mais avec cette huile-là, on a une huile de moins bonne qualité. En termes de goût, c'est souvent beaucoup plus fort, moins agréable. Donc on a une huile de moins bonne qualité. Et à la fin, même en chauffant et en pressant, on n'arrive pas à extraire les dernières gouttes d'huile. Ces dernières gouttes, on peut les récupérer avec un solvant. Donc, le solvant le plus connu, c'est l'hexane, mais il y en a d'autres. Et on peut extraire aussi avec le CO2 supercritique, donc il y a des technologies plus propres. Mais là, traditionnellement, on extrait ça à l'hexane. Donc, c'est un liquide, c'est un solvant, ce qu'on appelle un solvant organique, c'est issu du pétrole, hein, c'est un produit 100% chimique. Qu'on va faire, c'est comme un filtre à café, si tu veux. Au lieu de mettre du café, on va mettre de la pâte d'olive ou on va mettre, par exemple, des graines de colza ou de soja broyées. Et on va faire percoler, donc on va faire passer à travers ce produit-là le solvant. Et le solvant, souvent qui est chauffé et sous pression, il va dissoudre les huiles et les entraîner avec lui. On récupère tout ça, on fait évaporer le solvant et il nous reste l'huile. Voilà, donc c'est les deux technologies. Alors, il y a des huiles comme les huiles d'olive où on a la meilleure qualité qui est extraite à froid par pression. Et ensuite, on a les huiles industrielles ou de mauvaise qualité, donc qui sont extraits de ce qui reste dans la pâte d'olive. Ou alors, il y a des huiles qui sont totalement extraites au solvant, comme par exemple le colza ou le soja. Et ça, du coup, est-ce qu'on peut le voir, sur un produit? Ben, si on achète de l'huile d'olive, il faut prendre de la première pression vierge extra à froid. Voilà, c'est la façon dont on a un produit oui, de la meilleure qualité. Et on a d'autres huiles, alors de mémoire, les huiles de noix, de noisettes, qui peuvent être également extraites par pression. Donc, si on peut avoir des huiles extraites par pression, c'est mieux. Mais si les huiles sont extraites au solvant, ça, malheureusement, il n'y a jamais d'indication de quel solvant est utilisé. Très bien. Je vais encore faire un peu, l'avocat du diable et je vais, prendre le parti un peu des industriels et ils vont Mmh. dire, «La première pression à froid, OK, c'est très bien, mais après il en reste encore, du produit. Alors on va pas le jeter, c'est quand même dommage, on peut le consommer» et du coup, on utilise le solvant et puis comme ça, on peut faire une huile, moins chère. Mais finalement, est-ce que c'est rendre service au consommateur de créer un produit? Bah, ouais, il est moins cher, c'est bien, mais finalement sur la santé, il est peut-être pas au top. Ah oui, comme tu le dis, c'est vrai que ça permet de faire des produits moins chers, mais d'un autre côté, bah, le consommateur qui ne peut se payer que cette qualité-là, il aura une qualité inférieure à l'huile d'olive vierge extra. Donc, il aura un produit de deuxième choix qui peut contenir des solvants. Donc oui, c'est moins bon en termes de goût, c'est moins bon. En termes sanitairement, c'est moins bon puisqu'il peut consommer des solvants. Donc oui, il paiera un produit moins cher, mais il n'aura pas du tout la même qualité. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'applications industrielles pour les huiles.
Notamment avec les huiles d'olive, on peut fabriquer du savon de Marseille. Donc très souvent, ce qu'on appelle les huiles de grignon d'olive, donc les huiles réellement d'extraction, les dernières gouttes d'huile, ont des usages industriels. Donc on fabrique avec du savon, des shampoings, enfin des détergents. Et on peut aussi l'utiliser comme matière première pour la chimie, les acides gras par exemple, les alcools gras, etc. Le glycérol, ce genre de choses. J'aimerais qu'on parle un petit peu, alors des aliments transformés et des aliments ultra transformés, parce qu'on en parle de Oui. plus en plus et j'ai l'impression qu'un peu on fait, un peu l'amalgame entre le transformé, l'ultra transformé. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer la différence et ce qui fait que l'un est entre guillemets «mieux» que l'autre? Alors effectivement, donc il y a une échelle du degré de transformation des aliments qui a été définie. Alors c'était par un chercheur, un Brésilien, donc de l'université de Sao Paulo, et il a défini le degré de transformation sur une échelle de 4. Voilà, donc ça c'est une définition voilà, qui a été définie comme ça. Donc il y a le niveau 1 et puis on va jusqu'à 4. Alors, Ça le c'est niveau l'échelle, 1, c'est Nova, c'est ça? c'est l'échelle Nova, tout à fait. Voilà. Après, on pourrait le définir différemment, mais moi je trouve que c'est assez clair, parce qu'après sinon ça complique beaucoup les choses. Mais en gros, tu as les aliments bruts, voilà, donc ils ne sont pas transformés. Tu vas acheter une pomme au supermarché, voilà, voilà, ou du lait, c'est des produits qui sont bruts tels quels. Après, tu vas avoir les ingrédients, donc c'est-à-dire ce sont des choses qui ont subi une première transformation et qui sont utilisées comme ingrédients pour des préparations plus complexes. Donc ce sont des produits déjà un peu transformés, comme par exemple, je ne sais pas, si on prend la pomme, ça peut être la compote de pomme, par exemple. Voilà. Après, tu auras des produits qui vont être transformés, donc qui auront subi une transformation, c'est-à-dire qui auront été, c'est un mélange d'ingrédients, on va dire. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, un gâteau aux pommes, tu vois, donc tu auras ta pomme à l'intérieur, tu auras de la farine, voilà, ça aura été mélangé. Et après, tu as les aliments ultra transformés, donc c'est vraiment le dernier stade, où tu vas retrouver donc tous ces ingrédients mélangés, plus des additifs, des process complexes, et tu auras un déséquilibre, c'est-à-dire que tu auras souvent moins de fibres, moins de vitamines, moins de minéraux. Donc, ce sont des produits qui sont souvent beaucoup plus complexes au niveau de leur liste d'ingrédients et qui ont subi toutes les transformations qu'on peut imaginer et qui sont le plus éloignés du produit brut d'origine. Voilà. Et quels Alors, sont, oui, alors vas-y, je t'en prie. tout ça pour dire, bon, cette classification, à la rigueur, ça pourrait être anecdotique, mais on s'est rendu compte, en fait, dans les études de santé, notamment là, en France, on a une grande étude qui s'appelle Nutrinet, ce qu'on appelle une cohorte, où on suit des centaines de milliers de personnes sur des années. Donc, on regarde ce qu'ils consomment, leur mode de vie, ce qu'ils font, s'ils sont sportifs, pas sportifs, s'ils fument pas, etc., les sexes, les âges, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre, par exemple, certaines maladies comme les cancers, le diabète, l'obésité et la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, on s'est rendu compte que plus on consommait d'aliments ultra transformés, plus on avait un risque de développer des cancers. Donc, il y a clairement un lien. Alors, c'est difficile d'établir l'origine précise, c'est-à-dire quel additif, à quelle dose, à quelle fréquence, est-ce que c'est plutôt les nitrites, est-ce que c'est plutôt les solvants, par exemple. Mais clairement, il y a un lien entre santé et ultra-transformation. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce que, tu pourrais, nous dire comment on reconnaît un aliment ultra transformé? Alors en magasin, bon, alors on va pas prendre les catégories 1, 2, enfin les produits bruts, on comprend très bien que c'est pas des aliments transformés ou ultra transformés, mais comment on reconnaît un produit ultra transformé? Je sais pas, je prends un exemple, un fromage, est-ce que, un fromage aux herbes, c'est ultra transformé? Est-ce que qu'est-ce comment on le reconnaît? Il n'y a pas une frontière nette, si tu veux. Tu vois, c'est ce qu'on appelle c'est un continuum. C'est-à-dire que tu vas passer d'un produit, après tu vas le transformer un peu plus, et puis tu peux le transformer un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Euh, disons que plutôt qu'essayer de définir la catégorie, il faut prendre de toute façon le produit avec la liste d'ingrédients la plus courte et avec le moins d'additifs possible. Voilà. Avec ça, si tu veux,
tu peux éviter les aliments, les aliments ultra transformés ou les plus transformés. Donc, si tu vas prendre, je ne sais pas, si tu vas prendre un fromage, par exemple, il vaut mieux prendre un fromage qui a une bonne texture, qui n'a pas de choses ajoutées à l'intérieur, bien sûr qui n'a pas d'additifs. Mais je pense que les produits fromagers encore ne sont pas les pires, puisque voilà, souvent, il y a une réglementation quand même qui est assez précise sur les fromages, sur les produits laitiers. Mais tu as, si on doit rester dans les fromages, tu as par exemple les produits qui sont les fromages fondus. C'est la catégorie la plus ultra transformée, puisqu'on va retrouver, donc il va y avoir des ingrédients mélangés, tu vas avoir du beurre, de la crème, des protéines de lait, et tu vas avoir souvent des sels de fonte. Voilà, les sels de fonte sont des additifs. Donc, si tu prends un fromage fondu bas de gamme, tu vas te retrouver avec une liste d'ingrédients extrêmement longue, avec, comme je te disais, il va y avoir du fromage, du vrai fromage, il va y avoir de la crème, du beurre, du lait en poudre, des protéines de lait, tu vas avoir du sel, tu vas avoir des ferments lactiques, tu vas avoir et des sels de fonte. Là, tu as un produit ultra transformé. Et je sais qu'il y a quelques années, un fabricant de fromage fondu a transformé sa recette pour éliminer les sels de fonte. Donc, tu vois, il a fait un pas en arrière dans l'ultra-transformation. Il a remplacé, il a mis plus d'ingrédients nobles et éliminé les sels de fonte. Parce qu'il sait très bien que les gens regardent d'un œil de plus en plus critique ces additifs. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à dire que quand tu retournes le paquet, alors déjà, c'est difficile, mais quand on arrive à le faire et qu'on commence à lire la liste des ingrédients, et si la liste des ingrédients commence à nous insulter, Ouais. faut mieux reposer le produit, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on lit une liste d'ingrédients avec des choses qu'on ne comprend pas, il vaut mieux pas le prendre. Il vaut mieux prendre un produit avec des ingrédients dont on sait ce qu'on parle. Donc oui, et puis dès qu'on voit un E quelque chose, donc les E, c'est comme ça, c'est les codes additifs. Donc tu sais que tu as 8 ou 9 familles dans les additifs. Tu as E100, alors les 100 c'est les colorants, les 200 c'est les conservateurs, etc. Donc il vaut mieux éviter les produits qui contiennent des E. Parce que ça veut dire que le produit, pour être bon, beau, il a besoin d'avoir la cosmétique, c'est-à-dire il a besoin d'avoir un colorant, il a besoin d'avoir un texturant, c'est-à-dire qu'il ne se tient pas, il n'a pas une belle couleur, il ne va pas avoir un bon goût. Donc, si le produit il est bourré d'arômes, de colorants, etc., ça veut dire qu'à la base, ce n'est pas un bon produit. Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué ça encore, il y a pas longtemps là, j'ai acheté des abricots secs et effectivement quand tu compares, des abricots secs qui sont hyper orange et tout, tu te dis: «Putain, mais ils ont l'air super bons» et quand tu regardes, Ouais. de catégorie bio, les abricots secs où ils sont, tout ternes, tout pas beaux, en fait finalement, il suffit de retourner le paquet, on regarde les ingrédients, dans l'un c'est écrit abricots, bio, voilà 100 et dans l'autre c'est écrit abricots et puis après on voit le petit E ou alors un petit Ouais, additif, tout à alors fait. phosphate ou sulfate, non, je sais plus C'est des, exactement, des sulfites, je crois, qui sont ajoutés. voilà, C'est tout ça un pour qu'il conservateur. reste, jaune quoi, enfin orangé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, effectivement, alors tu vois, on met un additif pour des effets cosmétiques. C'est juste pour que l'abricot reste jaune, qu'il ne devienne pas marron. Mais au niveau du consommateur, ça n'a aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer les abricots marrons bio. Tu verras même pas de différence de goût, ça ne change pas le goût, c'est juste la couleur qui va être orange au lieu d'être marron. Mmh. Mais le produit marron est bien plus sain. Et même encore, la semaine dernière encore, j'ai remarqué aussi également dans le sel, ils rajoutent des additifs dans le sel. Ça, j'avoue que je ne savais pas du tout. J'ai vu ça la semaine dernière. Tout ça pour que le sel n'agglomère pas. Oui, En fait, il y a un sel et puis après il y a un petit additif, alors anti-agglomérant, je ne sais plus lequel. souvent de la On silice. Mm. jusque là quoi. Donc Oui, 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 ça fait partie. Les anti-agglomérants, c'est effectivement une catégorie d'additifs ou d'auxiliaires technologiques qui sont ajoutés pour que le produit reste fluide. Ouais. Mais on en trouve souvent dans les produits en poudre, pas uniquement dans le sel d'ailleurs. Tu peux mmh. en trouver dans les poudres chocolatées, par exemple, pour le petit déjeuner, des choses comme ça. Café en poudre, peut-être, des choses de cette nature-là. Donc au niveau des aliments ultra transformés, donc on a parlé des Mhm. additifs, il y a aussi du coup des catégories d'ingrédients, qui font qu'ils sont ultra transformés, qui sont craqués. J'ai Oui. envie de parler, on parlait du sucre, on y arrive. Tout ce qui est sirop de glucose, oligofructose, tout ça. Du coup, est-ce que c'est des vrais ingrédients? Comment on les obtient? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors il y a beaucoup il faudrait voir, c'est presque au cas particulier, c'est-à-dire que en soi, un ingrédient, il est rarement nocif.
mais c'est toujours pareil, il faut voir en quelle quantité on consomme. Le glucose, par exemple, si on prend du sirop de glucose, il faut savoir que le glucose, c'est la molécule, c'est le carburant des cellules. Donc, si on consomme du glucose, notre organisme va adorer, puisque c'est directement de l'énergie qu'on va apporter aux cellules. Donc, quelque part, si on consomme ça, c'est parfait, l'aliment parfait pour notre organisme, on va dire. Le problème, c'est que il ne faut pas en consommer trop. Ensuite, le fructose, par exemple. Alors, le fructose, c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits, hein, d'où son nom. Et quand on a du sucre de betterave, le sucre blanc, c'est ce qu'on appelle du saccharose, c'est un polymère de fructose et glucose. Donc, quand on va consommer ça, il va se dégrader et ça va faire moitié fructose, moitié glucose. Et le souci, c'est que l'organisme, le foie notamment, il ne sait pas bien utiliser le fructose. Donc, quand on en consomme peu, si on consomme peu de saccharose, donc le sucre blanc, ce qu'on appelle le sucre classique, le sucre de betterave ou de canne, si on en consomme peu, ça va. Si on en consomme beaucoup, on va commencer à avoir des problèmes. Et si on consomme des aliments ultra transformés, ils adorent mettre du fructose dedans, et notamment les sodas. Donc, si on consomme trop de fructose, à ce moment-là, le foie va tomber malade et c'est ce qui va déclencher ce qu'on appelle la maladie de Nash, la maladie du foie gras aussi, la stéatose hépatique, et qui aussi ouvre la voie au diabète de type 2. Donc, consommer beaucoup de fructose, oui, c'est excessivement nocif pour l'organisme. Si on en consomme peu, si on consomme une pêche bien mûre qui contient du fructose, il n'y a aucun danger. Parce qu'il y a aussi le fait avec quoi c'est consommé. C'est-à-dire que si tu consommes du fructose pur dans du soda, c'est pas pareil que consommer du fructose dans une pêche où il y aura aussi des vitamines, il y aura des fibres, il y aura de l'eau, etc. Donc, c'est pas du tout équivalent de consommer la même dose de produit dans un produit ultra transformé, comme par exemple du soda, ou dans une pomme ou dans une pêche. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des catégories d'ingrédients. Alors là, on parle d'ingrédients. Typiquement, le fructose, oui, qui est à éviter le plus possible. Le glucose, qui est à réduire. Les sucres en général sont à réduire. On consomme beaucoup trop de sucre. C'est ce qui crée des problèmes, notamment d'obésité, de diabète, et voilà, et d'indice glycémique. C'est-à-dire que le glucose, il est quasiment déjà prêt à être ingéré par les cellules. Donc, il n'y a pas toute cette étape de digestion, de transformation par le foie qui est mise en œuvre. Mais on a un pic glycémique extrêmement rapide. Ensuite, on a des ingrédients comme les acides gras trans qui sont aussi à éviter, mais ça, on en trouve de moins en moins, parce que c'est un produit qui a été beaucoup décrié. Voilà, ensuite, oui, une petite parenthèse aussi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un fan des aliments ultra transformés type ersatz végétaux qui sont censés remplacer la viande. Donc, vouloir réduire sa consommation de viande, pour des raisons écologiques ou autres, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ceci dit, il faut faire attention par quoi on les remplace. C'est-à-dire que si on consomme une assiette de lentilles ou un plat de haricots, pour moi, c'est parfait. Hein, c'est un féculent, c'est sain, c'est bon pour la santé, etc. Par contre, si on remplace un steak de viande, de la vraie viande, par, entre guillemets, un steak végétal, alors je crois qu'on n'a plus le droit de dire steak maintenant, mais par un produit végétal qui en fait est un aliment ultra transformé, qui contient que des protéines végétales, des arômes, des additifs, des stabilisants, etc., des émulsifiants, là, non. Pour moi, c'est une hérésie. Ouais, je comprends parfaitement. Toujours s'orienter vers le produit le plus brut possible et Ouais. Et le effectivement. plus naturel possible. C'est pas parce que c'est végétal que c'est sain et naturel. Alors quand tu dis naturel, est-ce que tu peux préciser? Parce qu'on entend beaucoup naturel, naturel, mais je donne un exemple vraiment, débile, mais le pétrole, c'est naturel et pourtant on peut pas en manger, quoi. Oui, non, mais tu as raison de faire la distinction. C'est vrai que ça fait partie des termes qu'on utilise parce qu'on pense que c'est commun et que c'est bien compris par tout le monde. Mais le terme naturel, non, il n'est pas adapté. Il faudrait plutôt dire brut. Voilà, c'est plutôt ça. Mais oui, tu as raison, il y a des éléments naturels, l'arsenic, l'uranium, tout ça, c'est naturel, mais c'est pas les belles-mères aussi. Donc tout ça, c'est pas forcément idéal. Mais non, non, les produits bruts, effectivement, ce serait le meilleur terme. Ouais. Pour toi, du coup, c'est quoi bien manger? Quelle serait ta propre Ouais. définition du bien manger? Ah, c'est difficile, hein. Il faut, alors, on va revenir aux aliments les moins transformés possibles, les plus bruts possibles, les plus frais possibles, hein. C'est-à-dire que voilà, des produits de saison, par exemple, des produits qui ne viennent pas de l'autre bout du monde.
euh, des produits avec le moins de traitement possible. Donc, moi, je consomme quasiment que des produits bio. Je dis quasiment parce qu'il y a malheureusement quelques produits que j'ai du mal à trouver ou qui ne sont pas toujours disponibles. Ou alors, des fois, il y a quand même vraiment des abus par rapport au prix. C'est-à-dire que moi, j'ai vu voilà, des carottes qui étaient vendues bio, qui étaient vendues 5 fois le prix des carottes normales. Donc voilà, des produits bio, des produits bruts, des produits de saison, des produits frais. Et puis varier aussi, c'est-à-dire qu'il faut varier de manière à ce que on apporte à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin. Voilà, et ensuite, c'est pas la peine de manger forcément des choses chères. Hein. On peut consommer les légumes de saison, ce sont souvent ceux qui sont les moins chers. Du poisson, pas la peine d'aller chercher le poisson le plus cher. Hein. Si on prend un poisson commun et facilement disponible, de la sardine, tu vois, les poissons entre guillemets premier prix. Donc voilà, à mon avis, c'est déjà une bonne chose. Ça me fait beaucoup penser au discours de Anthony Fardet Oui, tout à qui fait. parle des 3 V, vrai, varié et végétal. Tout à fait. Ouais, que je D'ailleurs, connais bien. ouais, Ouais, d'ailleurs, on a enregistré un épisode, chers auditeurs, si ça vous intéresse, il est hyper intéressant. C'est le numéro 11 du podcast, donc avec Anthony Fardet, où ouais. il nous parle un peu de tous ces aspects-là. Et il a écrit un T'as livre pas... qui s'appelle Manger vrai, je crois, hein, Oui, tout à fait. que j'avais beaucoup aimé, donc je recommande. Ouais, tout à fait, je recommande également. Tu as parlé du bio, est-ce que, tu peux nous parler du vrai bio versus le faux bio? Tu as dit que tu avais eu un peu, fait une expérience, là-dessus? Alors oui, effectivement. Donc moi, je consomme bio depuis très longtemps. Hein. J'étais un des précurseurs et même je me suis battu dans les entreprises où je travaillais pour qu'on développe le bio et qu'on fasse du bio. Donc le bio, moi j'ai toujours été pour depuis le tout début. Donc le bio, c'est un cahier des charges parce que je ne sais pas si tu sais, mais il y a pas de définition d'un produit bio. C'est-à-dire que moi j'avais été vraiment, au début je m'étais posé la question, mais c'est vrai, c'est quoi un produit bio? Quelle est la définition d'un produit bio? Et quand tu regardes le règlement européen qui définit, ils te disent, ben voilà, un produit est bio s'il répond au présent règlement. Donc il n'y a pas, on ne te dit pas, un produit bio, il doit être naturel, il doit être pur, il doit être produit comme à telle époque. Non, c'est juste, il y a un règlement, il y a un cahier des charges. Et si c'est dans le cahier des charges, c'est bio. Si c'est hors du cahier des charges, c'est pas bio. Donc, le cahier des charges du bio, il faut savoir que c'est un accord entre les pays européens pour définir un cahier des charges qu'ils ont appelé le cahier des charges du bio. Donc, ils disent, voilà, il ne faut pas d'OGM, il ne faut pas de pesticides de synthèse, il ne faut pas d'engrais de synthèse, moins d'additifs, et puis c'est une négociation. Voilà. Donc, moi, je le considère comme un cahier des charges plus exigeant par rapport au conventionnel, donc il y a beaucoup moins de chimie, hein, pour le dire simplement, mais ce n'est pas non plus la perfection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cahier des charges officiel européen, c'est-à-dire que si on veut vendre un produit en l'appelant bio, en disant qu'il est bio, on doit respecter ce cahier des charges au minimum. Et il y aura toujours le logo Eurofeuille, c'est l'espèce de feuille verte avec les étoiles. Voilà, ça c'est le niveau minimum. En France, on a conservé le logo AB qui existe encore, mais c'est la même chose. Et ensuite, vous avez des organismes ou des entreprises qui sont plus exigeantes, qui considèrent que ça ne va pas assez loin. Et moi, c'est ce que je pense également. Et dans ce cas-là, qui vont au-delà et qui ont des cahiers des charges privés. Donc, par exemple, Déméter, Biocohérence, BioSuisse, voilà. Donc, d'autres logos, d'autres labels, bio aussi, mais qui sont plus exigeants. Donc voilà, si on a le choix, c'est plutôt ces labels-là qu'il faut privilégier. Et soit on suit le cahier des charges et on fait du bio, soit on ne le suit pas, et dans ce cas-là, on est en conventionnel. Donc on pourrait dire, à la rigueur, il n'y a pas de faux bio, puisque si on est en faux bio, en rigueur, on n'est pas bio. Mais il faut savoir effectivement que, comme dans l'agroalimentaire classique, il y a aussi des fraudes, et il y a beaucoup de produits qui ne sont pas bio, et qui ont soit des faux papiers, soit des fausses déclarations qui leur permettent d'être vendus bio malgré tout. En parlant Mais du bio, ce sont des fraudes. ça, on peut un peu allier un peu au niveau du commerce international, du bio qui est carrément hors UE. Est-ce que finalement il peut se retrouver bio européen? Ah, tout à fait, oui, oui, c'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis en principe ce qu'on appelle les clauses miroirs ou le principe d'équivalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut importer du bio d'à peu près n'importe où, mais il faut que les règles soient les mêmes. C'est-à-dire que les producteurs de ces pays-là, par exemple en Chine ou ailleurs, soient contrôlés par les organismes certificateurs officiels et approuvés,
et que ce sont eux qui donnent les certificats qui prouvent que le produit il est bien produit en fonction du cahier des charges du bio. Donc, c'est censé être équivalent. Dans la réalité des choses, on sait qu'il y a des pays où c'est beaucoup moins contrôlé, où il y a beaucoup plus de corruption notamment. Hein. Donc, voilà, il y a bio et bio, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup plus confiance dans un bio européen que dans un bio chinois, par exemple. On va continuer un peu sur cette thématique-là. Au niveau du libre-échange, qui permet de vendre davantage aux entreprises et donc, ça les pousse à produire davantage et de profiter un peu d'une économie d'échelle. Est-ce qu'il y a des risques là-dessus ou est-ce que finalement c'est bon et bénéfique pour tout le monde? Alors ça, c'est une très bonne question, une question compliquée. C'est-à-dire que, alors, pourquoi est-ce qu'on fait des accords de libre-échange aujourd'hui? C'est que on considère, enfin la communauté européenne, l'Union européenne considère qu'aujourd'hui, pour développer les marchés, il faut suivre la théorie, ce qu'ils appellent la théorie ricardienne, c'est-à-dire que la théorie des avantages comparatifs. En gros, si tu as deux pays qui font du commerce entre eux, ils ont intérêt, ces pays, à se spécialiser dans ce pourquoi ils sont bons. L'exemple qui est souvent pris, c'est celui de l'Angleterre et du Portugal, hein, quand ça a été expliqué, c'est-à-dire voilà, les Anglais, ils sont très bons pour faire des machines pour les textiles. Donc les Anglais font du textile pas cher, des tissus pas chers. Par contre, un pays comme le Portugal, il n'est pas très bon pour les machines-outils pour faire des textiles, mais il est très bon pour faire du vin de Porto. Donc ils se sont dit, il vaut mieux que l'Angleterre se concentre à faire du textile plutôt qu'à essayer de faire pousser du vin, fabriquer du vin et faire pousser de la vigne. Par contre, il vaut mieux que le Portugal, il oublie les machines pour le textile, mais par contre, qu'il fasse un bon Porto. Et qu'ils échangent le Porto contre le textile. Et tout le monde sera content. On aura un textile abondant et pas cher, et on aura du vin de Porto abondant et pas cher. Et tout le monde sera content plutôt qu'avoir un mauvais textile extrêmement cher au Portugal et avoir un vin dégoûtant et extrêmement cher en Angleterre. Donc ça, c'est la théorie. Donc l'Europe a dit, voilà, on va faire pareil, c'est-à-dire que chaque pays, chaque zone va se concentrer sur ce où il est le meilleur, et la libre concurrence fera l'arbitrage, et chacun arrivera à être le plus compétitif pour son produit. Donc ça, à la rigueur, ça a fonctionné, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a ouvert le marché, par exemple à l'Asie, à la Chine notamment, eh bien, comme la main-d'œuvre en Chine était extrêmement basse, on a perdu toutes les industries manufacturières européennes. Donc on a perdu l'horlogerie, on a perdu le jouet, on a perdu le textile, et aujourd'hui, tout ce qui réclame de la main-d'œuvre est importé de Chine. Et on le voit avec la balance commerciale française qui s'est complètement effondrée. Mais à la rigueur, l'agriculture était encore assez protégée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre ces accords de libre-échange avec des pays qui sont des puissances agricoles. La Chine, c'est un grand pays, ils ont beaucoup de population, mais ils ont peu de terres arables. Donc, ils produisent assez peu de produits agricoles et ils sont surtout importateurs de produits agricoles. Par contre, le Canada est un des plus gros producteurs au monde de graines de moutarde, de lentilles, de haricots. Moi, je connais très bien parce que j'ai acheté beaucoup de ces produits-là au Canada. Le Brésil est un des plus gros producteurs au monde de viande et de soja. L'Argentine, même chose. Le Chili, c'est un des plus gros pays producteurs au monde de fruits et légumes, par exemple, et de poulet. La Nouvelle-Zélande, c'est un des pays les plus gros producteurs parce qu'il a les plus faibles coûts de viande de mouton et d'agneau. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des accords de libre-échange avec le Canada, avec le Chili, ça a été signé le mois dernier, et avec la Nouvelle-Zélande. Donc, il est évident que ces pays-là vont inonder l'Europe de matières agricoles, de matières premières agricoles, pas chères. Et on est aujourd'hui en Europe, et en France en particulier, en pleine crise agricole, et ça ne peut que s'aggraver. C'est automatique, c'est évident, c'est su par les autorités européennes. Alors pourquoi ils font ça? D'une part, pour faire baisser les prix en pensant que c'est dans l'intérêt du consommateur, et aussi en faisant un deal en fait. Par exemple, si on prend le cas du Chili, qu'est-ce qu'on veut en retour? On dit au Chili, voilà, ok, nous ce qui nous intéresse, pour la transition écologique, fabriquer des batteries, on a besoin de lithium et on a besoin de cuivre. Le plus gros producteur mondial de lithium, c'est le Chili. Donc le Chili, qui défend ses intérêts, comme chaque pays devrait le faire, le Chili dit, ok, si vous voulez mon lithium, il faut aussi me prendre du poulet. Voilà. Et donc, on a fait un accord de libre-échange avec le Chili où on dit, ok, on va vous importer du poulet. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, en France, on importe à peu près déjà 50% du poulet qu'on consomme. Et on va faire la même chose avec la Nouvelle-Zélande où on va importer de l'agneau.
et du Canada où on va importer des lentilles, des haricots, des graines de moutarde. Donc les producteurs en France notamment de poulet, d'agneau, de légumes secs ont réellement à s'inquiéter. Ouais, parce qu'eux, du coup, doivent baisser les coûts, mais ils peuvent pas forcément baisser les coûts, alors ils se Pas. payent moins, ils vivent moins bien. Enfin, c'est un Et à la cercle fin, infernal. on leur verse des subventions, tous en sachant très bien que le nombre de producteurs est trop élevé. La Commission européenne sait parfaitement que des exploitations vont continuer à disparaître. C'est une politique qui est assumée dans les faits, mais pas dans les paroles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on cache. Parce que c'est pas entendable vis-à-vis des producteurs. Producteurs qui sont très mal défendus par leurs syndicats, malheureusement. Mmh. La souveraineté alimentaire, elle est présentée comme un droit international, qui laisse la possibilité aux populations de mettre en place, les politiques agricoles, Oui. les mieux adaptées du coup pour leur population, sans qu'elles puissent en effet être négatives, mais, en et qu'en est-il exactement? Bah, la souveraineté agricole, déjà, le souci, c'est qu'il y a ce terme de souveraineté. Alors, il y a souvent confusion entre souveraineté et autonomie. Hein, en France, on a tendance à dire oui, il faudrait qu'on soit souverain en disant bah, on confond avec l'autonomie ou l'autarcie plutôt. Il faudrait qu'on soit quasiment, qu'on n'importe rien. Par contre, on n'est pas contre le fait d'exporter. C'est ça un petit peu qui est un petit peu surprenant. Alors, comme tu le dis effectivement très justement, la souveraineté alimentaire, ça veut dire que la population d'un pays, elle gère sa politique agricole, mais qu'elle ne doit pas nuire non plus aux agricultures des autres pays. Et ça, souvent, l'Europe l'a fait à l'époque de la politique agricole commune, c'est-à-dire que, par exemple, sur les volailles, on sait très bien qu'on subventionnait les volailles, ce qui fait que la volaille européenne était exportée en Afrique ou au Moyen-Orient, et que les producteurs locaux n'étaient pas compétitifs par rapport à la volaille importée. Donc, c'est une question compliquée. Il faut que l'Europe, effectivement, et la France en particulier, arrivent à organiser leur système pour que les producteurs puissent vivre correctement, que les prix n'explosent pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut que la population puisse manger quand même sans avoir des prix qui soient trop élevés. Il faut qu'on puisse alors exporter. L'exportation en soi, c'est pas forcément non plus, ça ne doit pas être un but en soi. Hein, c'est-à-dire le but devrait plutôt être d'apporter des calories de qualité à sa population, exporter s'il y a un supplément de production, si certains pays ont besoin d'importer, il y a des pays qui n'ont pas suffisamment de terres agricoles. Hein, je pense par exemple aux pays d'Afrique du Nord ou des pays comme Singapour, par exemple, n'ont pas la surface agricole, donc ils doivent importer. Donc c'est bien d'avoir des excédents pour pouvoir fournir les pays qui sont en déficit. Mais la souveraineté, ça veut dire aussi, euh, on peut très bien être souverain. Singapour, par exemple, ne produit quasiment rien, mais ils sont souverains dans la mesure où c'est un pays suffisamment riche et qui peut acheter sur les marchés mondiaux et nouer des partenariats avec des pays voisins pour avoir une sécurité alimentaire. Donc, la France, il n'y a aucun souci en France pour avoir une souveraineté alimentaire ou une sécurité alimentaire, mais il faut une politique qui soit cohérente, qui défende surtout les intérêts de la France, parce que malheureusement, les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, ne sont pas les intérêts de la Roumanie ou de l'Ukraine, par exemple. On parle beaucoup de ça en ce moment. Et il faudrait qu'on ait des dirigeants qui se préoccupent surtout de la population française avant de se préoccuper du Chili, du Canada ou d'autres pays. Pour les auditeurs qui nous écoutent, du coup, et déjà, est-ce qu'on est foutu? Est-ce que, Non, c'est plus la peine de se battre? Et sinon, comment on fait du coup pour, améliorer tout ça? non, non, c'est jamais foutu. Hein, mais la première chose, c'est déjà de s'informer. Hein, il faut lire. Hein. Tu parlais du livre d'Anthony Farley. Je pourrais recommander les miens aussi, les miens ou d'autres. Hein, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'information là où elle est. Écouter tes podcasts, d'autres podcasts également intéressants qui vont donner ce type d'informations. On peut utiliser les applications aussi. Moi, je suis assez pour. Hein, des applications type Yuka, Open Food Facts. Ça permet de décrypter les étiquettes. Hein, c'est un peu compliqué à lire des fois. Le Nutri-Score aussi, tu vois, on s'est battu pour l'avoir. Finalement, ça commence à se mettre en place. Donc, les choses avancent. On peut soutenir des associations hein, comme Que Choisir. Moi, je suis adhérent à Que Choisir, par exemple. On peut soutenir aussi Foodwatch, par exemple, qui se battent pour vous. Euh, Pas acheter n'importe comment. Il y a des choses qui sont plutôt à éviter quand même. Hein, on parlait des produits sucrés. On pourra parler, si tu veux, des produits à éviter, des rayons à éviter dans les supermarchés. Donc, il y a plein de moyens d'action quand même. Voilà, il y a plein de moyens d'action. Et donc, comment, lire les étiquettes, du coup, on en a parlé. Je fais une petite aparté, tu as parlé des applications, donc Yuka, oui, vraiment Oui, une très bonne application. In Nut We Trust, a également, sorti, le Scan Nuts,
qui vous permet de comparer, les produits, mais spécialisés pour les sportifs, donc tout ce qui est complément alimentaire que, Yuka a tendance à ne pas Oui, faire ouais, et c'est qui spécialisé. prend en compte, les 4 facteurs de la chaîne de valeur d'un produit, à savoir la santé, l'aspect, nutritionnel, l'impact environnemental et puis l'éthique envers les producteurs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur, Mhm. vous tapez Scan Nuts, scan, comme un scan et nuts comme une nuts sur internet et puis vous tomberez dessus. Et ben, écoute, on va passer Très du bien. coup en passage en revue un peu des différents rayons. Alors on en a déjà, parlé, de quelques-uns, genre les épices, on l'a déjà fait. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu des surgelés, les non cuisinés ou cuisinés. Comment on fait pour, ne pas se faire avoir? Parce que, dans le livre, tu expliques un petit peu, comment les industriels font pour augmenter le volume, en eau et cetera. Donc, est-ce que tu peux Oui, nous oui, c'est vrai expliquer? que c'est pas simple, hein. Donc, surgelé, bah, même genre de conseil, hein, des produits plutôt peu transformés. Les rares produits qu'on achète avec mon épouse au surgelé, bah, c'est les fruits et légumes simples. Voilà, donc, et puis aussi des filets de poisson. Des produits type fruits de mer, j'en prends assez peu, assez rarement. J'ai souvent été déçu et puis je sais qu'il y a beaucoup de fraude, notamment sur le glaçage et sur l'injection d'eau, notamment dans les coquilles Saint-Jacques. Donc, ce sont des produits que moi j'ai tendance à éviter. On peut tomber sur des bons produits, mais bon, j'ai eu quelques grosses déceptions. Euh, donc voilà, après, en produits surgelés, moi j'évite les produits sucrés. En règle générale, je ne prends pas de crème glacée, pas de pâtisserie. Toujours pareil pour éviter de consommer trop de sucre. Voilà. Puis après, bon, il y a les plats industriels classiques, hein, les pizzas, les choses comme ça. Bon, j'allais dire, on peut se faire plaisir de temps en temps. Il ne faut pas non plus se priver de tout. Mais en ce qui me concerne, la pizza, je fais une pizza fraîche à la maison, je la fais moi-même. Oui, Voilà. le mieux, c'est de la faire soi-même. Après, si vraiment on n'a pas le Voilà. temps, qu'on veut prendre une surgelée, bah, tournez le paquet, regardez les ingrédients et si vous commencez Exactement. à lire, sirop de glucose, ou je ne sais quel autre ingrédient qui ne devrait pas être là, bah, prenez Tout juste à celle qui est fait. au-dessus ou celle d'à côté, quoi. Et Ça sera prendre du parfait. bio aussi, hein, voilà, si on a le choix, si on a le choix et le budget aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est plus cher. Mais une pizza bio, enfin des produits bio en général, je les recommande. Oui. Tout à fait. Au niveau des conserves, tout ce qui est sauce, pâté, poisson, ce genre de choses? Alors au niveau des conserves, alors ça c'est en ce qui me concerne, j'évite de donner des conseils puisque je sais que Yuka avait été attaqué pour dénigrement par rapport à la conserve. Donc moi j'évite les conserves métalliques, hein, par rapport au vernis qu'il y a à l'intérieur. Tu sais qu'à une époque, on avait beaucoup parlé du bisphénol A, qui était utilisé, donc c'était un additif qu'on retrouvait dans les vernis des conserves et qui migrait dans la nourriture. Donc ça a été changé, hein. Donc maintenant, normalement, les vernis n'ont plus de bisphénol A. Ceci dit, il y a toujours un risque de migration du vernis dans l'aliment. Et éventuellement, si la boîte est cabossée, par exemple, il peut y avoir un contact entre la partie métallique et l'aliment. Moi, je n'ai pas confiance dans les conserves métalliques, donc je n'en prends pas. Exception faite des sardines en boîte, puisque à part en boîte, on ne les trouve pas en bocal. Mais j'achète surtout des conserves en bocal verre. Voilà, parce que le verre est une matière inerte, et que ce soit pâté, par exemple, que ce soit légumes, je prends des bocaux en verre, qui pour moi sont plus sains. Mais bon, ça, c'est une opinion personnelle. Euh, donc voilà, si on doit en faire le tour au niveau des conserves. Au niveau des confitures et des miels, donc le miel, on en a déjà bien parlé, mais tu peux Oui. faire un petit rappel? Bah, pour le miel, alors moi je prends que du miel, du miel français parce que voilà, j'ai plus confiance. Alors j'étais acheteur de miel plusieurs années et je sais ce que c'est que le miel importé, le miel chinois notamment. Donc ça, pour moi Comment c'est on fait non. la Le miel, différence, au supermarché? c'est Qu'est-ce mar- qui est qu'on normalement doit lire ou c'est marqué sur les emballages. Maintenant c'est une obligation d'étiqueter l'origine des miels. Donc il faut prendre du miel français si on en trouve. Et en gros, puis si on voilà. lit, assemblage de, et cetera, ça, Oui, il faut pas à une prendre? époque, il y avait toujours marqué miel UE et non UE. Mmh. Voilà, alors ça, c'est vraiment c'est vraiment se moquer du monde parce que ça veut dire UE et non UE. En fait, c'est de partout, quoi. Ça n'informe absolument pas le consommateur. UE et non UE, à une époque, ça voulait dire miel de Chine. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait le traduire. Et ça voulait dire faux miel de Chine. Mmh. Donc voilà, il faut prendre voilà, on prend le miel qu'on aime. Moi, j'aime bien le miel de lavande, par exemple. Mais bon, on prend le miel qu'on aime, du miel toute fleur ou autre. Et si possible, soit français, soit européen, en fonction de ses préférences.
Et puis voilà, confiture, bah, on prend les confitures les plus riches en fruits, tant qu'à faire, bio si possible. Et puis voilà, la confiture, de toute façon, c'est pas des produits dont on va consommer des quantités énormes, hein. On va se faire une tartine avec une cuillère de confiture ou une cuillère dans un yaourt, donc c'est pas des aliments qu'on va consommer pas par assiété, quoi. Allez, on va en faire encore un ou 2. Tout ce qui est produits minceurs et allégés, on n'en a pas parlé. Est-ce que Mmh. c'est, des super produits parce qu'ils sont allégés ou est-ce qu'on se fait un peu avoir, Ben, en ce qui me concerne, je suis assez sceptique vis-à-vis des produits allégés. Alors déjà, il faudrait dire allégé en quoi? Hein, ça peut être allégé en sel, allégé en sucre, allégé en huile. J'ai tendance à penser que si on n'a pas de problème de santé, hein, si on n'a pas de soucis d'obésité, de diabète et autres, on n'a pas de raison vraiment valable de prendre des produits allégés. Et ensuite, ils sont allégés dans quelque chose, ça veut dire que ce qu'on enlève, on doit bien le remplacer par autre chose. Alors, si c'est pour enlever du sucre et mettre à la place un édulcorant, qui est pas forcément non plus si sain que ça, si c'est pour enlever de la matière grasse et la remplacer par de l'eau avec des additifs, enfin pour moi, il y a pas d'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux consommer moins de certains produits, mais se faire plaisir avec un bon produit. Voilà, c'est plutôt ma situation et à la maison, on ne consomme pas du tout de produits allégés d'aucune sorte. ouais et puis nous, comme on dit, chez Nat We Trust, il y a pas d'alternative au sucre. La seule alternative, c'est en consommer moins et en consommer de meilleure qualité. Voilà, il y a Absolument. pas de il Mmh. y a pas d'autre solution, en fait. Absolument, il en faut, mais il faut en quantité raisonnable et puis dans des produits de qualité. Mmh. Et le plaisir, comme dit, ça doit être, bah, de temps en temps, parce que si c'est du coup tous Absolument, les jours, à chaque repas, tout le temps, bah, du coup, c'est plus un plaisir, c'est une habitude. exactement. Oui et Pour tout ce qui est, bon, petit déjeuner, bon, bah, boissons, céréales, tout ça, bon, bah, voilà, c'est le sucre, il faut faire attention, d'ailleurs on avec, Anthony Berthoud, qu'on a aussi enregistré, il parle d'un petit déjeuner idéal. Il faut plus aller vers des protéines, des lipides. Chers auditeurs, je vous laisse aller l'écouter aussi, c'est l'épisode numéro 4. c'est vrai. Bon, on va pas faire tous les rayons. Si vous voulez, dans son livre, «Et maintenant on mange quoi?», Christophe du coup, détaille tous, les rayons et explique, précisément pourquoi c'est mieux de choisir tel ou tel ingrédient. Moi, il y Mmh. a un point que je voulais, aborder, c'est, quand on va au restaurant. Alors au restaurant, on n'est pas du tout maître de ce qu'on mange. Le cuisinier, il peut nous «arnaquer» entre guillemets et choisir vraiment des ingrédients, tout fait, tu l'expliques dans ton livre. Est-ce que tu peux nous dire Absolument. déjà comment lui, il arrive à proposer des plats, très peu chers parce que, il a eu un produit industriel extrêmement bien ficelé? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte ou c'est vraiment très difficile? Ah, c'est très difficile parce que même moi, je me suis fait surprendre, hein, en allant au restaurant où j'ai identifié des produits qui venaient de mon entreprise, dans certains restaurants. Là où j'ai travaillé, effectivement, on travaillait pour la restauration, donc on faisait tout un tas de produits. On faisait des fagots de haricots verts, on faisait, des produits roulés avec du bacon, on faisait enfin bon, plein de produits, des salades, des légumes tournés, enfin plein de produits pour la restauration, spécifiquement pour la restauration. Surgelés, frais, voilà, on faisait de la pizza également, enfin tout un tas de choses. Le souci, c'est qu'effectivement, en tant que consommateur, on ne sait pas réellement d'où ça vient. On n'est pas certain que ce soit bien préparé par le restaurateur ou si c'est un produit industriel sorti du congélateur. Donc il y a effectivement souvent un manque d'information, et c'est vrai que pour les restaurateurs, c'est beaucoup plus économique d'utiliser un produit industriel parce qu'il y a quasiment pas de préparation. Le produit, il y a quasiment pas de risque de le rater. C'est souvent des produits qui sont corrects en termes de goût et de présentation, donc quelque part, c'est une valeur sûre, on va dire. Voilà, et le restaurateur, oui, il va y gagner en main-d'œuvre, va y gagner en rapidité mais en termes de qualité, de goût, oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il faudrait discuter, enfin, moi, je viens à dire, c'est comme, aussi choisir, des ingrédients, locaux. Les ingrédients locaux, c'est pas forcément mieux parce que si effectivement l'agriculteur utilise, bah, du glyphosate, Absolument, les engrais de synthèse et compagnie, bah, effectivement, le absolument. produit, il a beau être à côté, il est pas forcément mieux. Donc, allez discuter avec le restaurateur, allez Mmh, discuter avec, les fermiers, les agriculteurs, les éleveurs parce que, bah, déjà,
ils adorent partager. C'est des personnes qui, à la base, sont passionnées. Donc, voilà, essayez de comprendre comment, ils font. Puis au restaurant, bah, vous voyez, hein, si c'est vraiment à volonté et que c'est pas cher, bah, forcément, faut que ça qu'on ait un peu la puce à l'oreille et se dire: «Bah, là, il y a quelque chose» et puis, ben, voilà, mais ne pas hésiter à aller discuter, en tout cas, avec les personnes. Ouais, ouais, très bon conseil. Mmh. Comment tu envisages un peu, l'avenir, de notre alimentation? Vers quelle tendance, va l'industrie? Écoute, c'est pas facile parce qu'il y a toute cette tendance, enfin, il y a 2 tendances. Il y a la tendance, végétale, c'est-à-dire, réduction de la consommation de viande et tout un tas de nouveaux produits, de type végétaux, enfin imitation de produits carnés. S Je suis pas contre cette révolution, mais par contre, je suis assez gêné par la qualité des produits végétaux proposés. C'est-à-dire que pour moi, des assemblages de protéines de pois avec des colorants, des additifs, enfin pour moi, c'est pas de la nourriture, c'est pas de la bonne nourriture. Donc ça me pose problème. Alors j'espère qu'on va pas aller trop loin dans cette tendance-là. Après, il y a d'autres produits plus, on va dire, innovants ou qui m'interrogent. Je pense par exemple, j'ai une entreprise pas très loin de chez moi qui fait du saumon, imprimé, donc c'est du saumon végétal avec des imprimantes 3D. Il y a des entreprises que je suis qui font de la viande cellulaire, c'est-à-dire qui font pousser de la viande, avec des cellules souches. Donc voilà, je m'interroge sur le futur de ces technologies-là. Sinon, à part ça, non, j'en vois assez peu. Après, il y a bien sûr, on va vers plus de transparence sur les origines, le Nutri-Score aussi, qui devrait se généraliser. Même le Planet Score, hein, qui est poussé de plus en plus et qui, prend en compte, plus de choses que le Nutri-Score. Le Nutri-Score, on reste vraiment sur protéines, glucides, lipides, mais Ouais, effectivement le mais Planet c'est Score, difficile. on est biodiversité, et cetera. Mais c'est difficile d'avoir un label ou un qui regroupe tous les par il y a tellement de critères, en fait, entre la qualité proprement dit, hein, nutritionnelle, on va dire. Après, le fait qu'il soit bio ou pas, additif, pas additif, et effectivement, le côté environnemental, carbone, et cetera. Oui, c'est quasi impossible d'avoir un seul label qui évalue tout ça, en fait. Donc le Planet Store, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est compliqué quand même, c'est compliqué au niveau des critères. Et puis il y a aussi un problème par rapport au Nutri-Score, c'est-à-dire que les produits végétaux, par exemple, et notamment les steaks de soja ou le steak de protéines de pois, ils sont souvent, étiquetés A, quoi. Et Mmh. moi, je suis très gêné par, cette note A sur un produit que je considère comme étant pas sain. Bah, Donc comme là, les céréales, hein, maintenant, hein, je crois qu'ils sont passés A ou B maintenant certains ah non, bah, peut-être que maintenant ça a changé depuis le début d'année là, mais je voilà, sais donc que l'an dernier ils étaient A ou B, mais au final ils sont ultra transformés, ils rajoutent, du sucre, du ouais. sirop, hein, mais Mais c'est le problème des critères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour donner une note, il faut bien définir des critères. Et il y a des petits malins qui vont regarder les critères en question, puis essayer de passer, enfin de manipuler la formulation pour être bien noté, sans pour autant proposer un produit, réellement sain. Mais toujours pareil, c'est difficile de définir la bonne qualité et un produit sain. ouais, mais comme dit, il vaut mieux manger du vrai sucre, par exemple, je prends l'exemple des bonbons, parce que j'ai vu ça récemment là. Bah, il vaut mieux manger un vrai bonbon au sucre, de temps en temps, même si c'est pas bon, OK, mais plutôt que de manger là des nouveaux bonbons avec, maltitol et je sais plus quoi machin qui sont potentiellement cancérigènes et on va dire: «Ah mais c'est bon, vas-y, tu peux en manger, tout le paquet, il y a pas de souci». Enfin, moi j'ai vraiment du mal avec ça, en fait. C'est vrai, c'est difficile de comparer, de se dire, voilà, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est finalement sain? Et on se rend compte, mais c'est pareil, les édulcorants, il y a toute une flopée d'édulcorants. Alors, il y a vraiment les produits, chimiques, les aspartames, et cetera. Et puis il y a des produits comme la stevia. On dit: «Oui, mais la stevia, c'est un extrait de plante, donc c'est sain». Donc à un moment donné, pour les consommateurs, c'est difficile de s'y retrouver. Ouais. Donc mais je suis D'ailleurs, comme toi, hein, j'ai la même vision des choses. Je me dis qu'il vaut mieux consommer de temps en temps un bonbon au sucre à l'ancienne, on va dire, plutôt que des produits, sorbitol, oui, stevia oui. et toutes ces Moi, je sais, moi, quand je vais au restaurant, alors j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, j'adore prendre, le dessert du chef, parce que, bah, oui, il y a du sucre, OK, il y a pas de souci, mais je sais qu'il est bien préparé, il y a mis, toutes les saveurs, toute son expérience et tout et voilà et je me fais plaisir et c'est pas oui, tous puis les jours, je prends un dessert comme ça, quoi. et tu mangeras léger le lendemain et puis voilà.
Pour un auditeur, qui souhaite, améliorer son alimentation et qui ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce que tu lui conseilles, de faire, en premier. Bah, écoute, déjà de s'écouter, de savoir ce qui lui fait plaisir et de s'orienter vers, réduire sa quantité de sucre déjà. Ce serait peut-être pas mal qu'il commence par ça. Si c'est quelqu'un qui consomme des sodas, il arrivera assez facilement, hein, parce que les sodas, c'est extrêmement sucré et on n'a pas conscience de la dose de sucre que ça apporte. Donc on pourrait commencer par ça. Si on consomme des sodas ou des snacks ou autres, commencer Qu'est-ce que par tu réduire ça. proposes, le soda? Alors OK, il doit réduire et il pourra pas enlever du jour au lendemain. Comment il peut faire pour réduire, petit à petit? Est-ce qu'il remplace du coup par un soda light ou est-ce qu'il faut qu'il remplace par une autre source, Moi, je vais te dire, j'ai complètement arrêté, j'en consomme plus du tout. Donc je me dis, alors tout dépend ce qu'il aime dans le soda, mais par exemple, tu peux remplacer par, je sais pas, tu peux diluer avec un peu d'eau ou avec un peu d'eau pétillante. Tu peux remplacer par, ouais, par de l'eau pétillante, par exemple, avec un filet de citron, par exemple, tu vois. Tu peux faire, ouais, tu peux passer par des sirops avec de l'eau minérale pétillante. Ça restera toujours un peu sucré, mais tu maîtriseras ta dose de sucre, par exemple. Tu vois, tu peux faire un genre de, tu sais, ou une limonade, par exemple, quelque chose qui soit un peu moins sucré. Euh, et puis après, parce que on est habitué à un certain niveau de sucrosité, on va dire. C'est-à-dire que si on consomme beaucoup de sucre, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, la boisson quand j'allais au café, c'était un Coca fraise. C'est-à-dire un Coca-Cola dans lequel je mettais en plus du sirop de fraise. Donc, imagine, aujourd'hui, je pourrais plus boire ça. Je suis écœuré rien que d'y penser. Mais à l'époque, je faisais ça, et puis dans mon café, je mettais 2 morceaux de sucre. Aujourd'hui, je sucre plus rien du tout. Mais je m'y suis habitué, ça a pris un petit peu de temps, beaucoup plus rapide en fait que ce que j'aurais pensé, mais une fois qu'on est habitué à consommer sans sucre ou avec peu de sucre, eh bien en fait on s'habitue à un autre niveau et quand on consomme quelque chose de très sucré, on est assez vite écœuré. ouais. Donc j'aurais tendance à conseiller de réduire progressivement sa dose de sucre, c'est-à-dire moins sucrer son café ou c'est son thé, je ne sais pas, réduire sa consommation de soda et la remplacer par des eaux pétillantes ou des choses comme ça. Éviter quand même les édulcorants. Je pense pas que ce soit sain. Et ensuite, éviter, réduire les crèmes glacées, les desserts sucrés, les plats transformés. Enfin, il y a tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que voilà, il faut aller vers les aliments plutôt bruts, voilà, des légumes frais, des fruits frais. Si on veut des snacks, des choses à grignoter, on peut acheter des pommes, des poires, des fraises, des cerises, enfin tous les produits de saison quand c'est le moment, des oranges, plutôt que des produits sucrés. Des yaourts aussi, on peut prendre des yaourts nature et puis compléter sans sucre et avec peut-être un petit peu de confiture. Petite confiture, voilà, et puis comme ça on en met juste ce qu'il faut, pas trop. Ouais, une petite cuillère de miel. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a plein de pistes. Eh ben, merci beaucoup. On arrive, à la fin de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta collation, ton snack favori? Ça peut être aussi un plat ou un simple aliment. Écoute, non, moi ce que j'adore, c'est prendre mon expresso avec mon petit carré de chocolat noir. Ça, c'est le plaisir que je me fais parce que c'est un moment détente. Déjà le temps de préparer l'expresso, moudre le café, faire chauffer la machine, voilà, donc j'adore ça. Ensuite, j'aime beaucoup le goût de l'expresso avec le chocolat noir. Tu vois, parce que justement, comme je consomme peu de sucre, si je prends un chocolat noir avec un petit peu de sucre, j'apprécie vraiment les goûts du chocolat et ça se marie extrêmement bien avec le goût du café. Donc voilà, pour moi, c'est Ah ouais, vraiment je c'est suis mon vraiment petit d'accord, plaisir. ouais. Quel pourcentage, Après, le chocolat? après je prends 70 parce que après, si je vais au-dessus, je trouve que c'est vraiment amer. Tu vois, les Mmh. 80-85, j'ai du un peu de mal. Et en dessous, je trouve que ça devient, voilà, on perd vraiment la force du chocolat. Donc pour moi, soit entre 70 et 80, c'est parfait. Super. Eh ben, merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus, de Christophe, Brusset, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, j'interviens assez souvent dans des interviews, sur des radios, voilà, dans les articles, dans quelques émissions. Sinon, j'ai pas de rendez-vous bien défini, en fait. Hein, donc moi, je vis en Autriche aujourd'hui, donc je travaille en Autriche. Je viens en France assez régulièrement, plus ou moins, suivant l'actualité, suivant les invitations que je peux recevoir. J'ai fait des conférences aussi. Bon, voilà, il faut que je sois sollicité, sinon, j'ai rien de prévu, par moi-même. Super, bah, en tout cas, je mettrai, dans les liens de l'épisode, les livres, qu'on a parlé au début. Oui. Comme Et puis ça, si si les les auditeurs, auditeurs voir. sont intéressés de me contacter par LinkedIn, s'ils ont des questions ou autres, je réponds avec plaisir en général.
je fais ça par passion et si des gens ont des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Super, bah, je mettrai aussi ton lien LinkedIn dans les notes de l'épisode. Avec plaisir. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Christophe et puis je te dis à une prochaine. Merci Mehdi, bonne continuation et puis à bientôt à tous vos auditeurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.